Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Gaëlle et je travaille à la Nef des Sciences à Mulhouse. Aujourd'hui, je vous présente Pierre qui bout. C'est une conférence animée par Joël Patarin. Joël Patarin est directeur de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Et il est également spécialiste de matériaux un peu étranges que l'on appelle zéolithes. Mais je n'en dis pas plus, concentrez-vous bien, Joël va tout vous expliquer. Bonjour, comme vous l'a annoncé Anne-Gaëlle, je vais vous parler de solides nanoporeux, donc des zéolithes. Alors, les zéolithes, ce sont des aluminosilicates, ce sont des oxydes de silicium et d'aluminium. Et donc, c'est des solides qui sont caractérisés par la présence de petits trous dont la dimension est de l'ordre du nanomètre. Alors, c'est quoi le nanomètre? Le nanomètre, c'est le milliardième de mètre. C'est-à-dire que vous prenez 1 mètre et vous le divisez en 1 milliard de parties, et une partie, c'est le nanomètre. Une autre façon de voir la dimension nanométrique, vous êtes sur la Lune, et de la Lune, vous voyez une tête de fourmi qui, elle, est sur la Terre. Déjà, une tête de fourmi sur la Terre, c'est pas bien gros, vu de la Lune, c'est très petit. Alors pourquoi ces matériaux, ces zéolithes, sont-elles intéressantes? Pourquoi ces matériaux qui présentent des petits trous de l'ordre du nanomètre sont-ils intéressants? Parce que le nanomètre, c'est la taille des molécules. Une molécule d'eau, c'est 0,28 nanomètres. Une molécule de diazote, c'est 0,36 nanomètres. Donc on voit bien que ces solides vont pouvoir capter, piéger, tamiser, filtrer, séparer des molécules. D'ailleurs, les zéolithes, on les appelle aussi des tamis moléculaires, parce qu'on va pouvoir tamiser les molécules. Alors ces solides sont intéressants, et vous verrez tout à l'heure à l'aide d'un petit film qui va vous être projeté à la suite dans quelques minutes. Ce petit film va vous montrer pourquoi on les appelle zéolithes, comment on les obtient, où les trouve-t-on, et surtout quelles sont les grandes applications de ces matériaux. Et le petit film vous montrera à chaque fois l'application, et puis à l'aide d'images de synthèse, comment ça marche. Alors ces zéolithes, comme il y a de nombreuses applications, il a fallu en synthétiser, les préparer, les fabriquer. Donc ces matériaux zéolithiques, on les trouve dans la nature. On a à peu près 70 variétés différentes dans la nature, qui se différencient par la présence de canaux, de cages, de tubes avec des ouvertures différentes en taille de pore, etc. Et on a pu en élaborer à peu près 150 structures nouvelles. Donc on recense 220 variétés différentes de zéolithes et de matériaux zéolithiques. Donc c'est un peu comme les champignons, il a fallu leur donner un nom. Et donc vous allez nous entendre parler de zéolithes EMT. Donc chaque zéolithe, chaque structure a un label de 3 lettres capitales. Et EMT signifie par exemple ELF Mulhouse numéro 2. C'est un produit issu de cette équipe. Alors cette équipe, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est une équipe qui dépend d'un institut, l'Institut de sciences des matériaux de Mulhouse, qui comprend à peu près 300 chercheurs, avec des personnels permanents, des chercheurs, des anciens chercheurs, des techniciens, et puis des personnels non permanents, des doctorants, comme Gaëtan, qui va vous parler tout à l'heure de la synthèse de ces matériaux, qui prépare un doctorat. Ces solides qui ont plein d'applications, donc 220 structures recensées, et à l'actif de cette équipe, nous avons à peu près une dizaine de variétés créées dans ce laboratoire. Donc 10 variétés sur 150, cocorico pour les Mulhousiens. Nous allons passer maintenant à la partie synthèse pour vous montrer comment on les prépare. Gaëtan, on va donc faire une synthèse de zéolithes. Et donc vous pouvez voir que Gaëtan, qui fait un doctorat au sein du laboratoire, est un peu déguisé parce qu'on va utiliser des ingrédients qui sont des réactifs chimiques et donc il faut se protéger. Donc Gaëtan a mis une paire de lunettes, des gants de protection et une blouse. On a préparé le gâteau, tout est préparé, mais on va vous montrer les principales étapes. La synthèse de ces solides, c'est comme pour préparer un gâteau, il faut des ingrédients. Alors nous, on n'a pas de farine et on n'a pas d'œufs. Les ingrédients sont une source de silice, une source d'alumine, une base, la soude généralement, de l'eau, et puis un ingrédient très important qu'on appelle un gabarit. Et ce gabarit, il peut être d'origine organique ou inorganique. Et c'est autour de ce gabarit que va venir se construire l'édifice minéral. Ça, ce sera très bien monté dans le petit film qui va suivre juste après.
Donc Gaëtan a bien sûr préparé les choses hier. Donc il a pesé ces différents réactifs sur une balance de précision, puisque pour chaque zéolite, il faut une composition bien particulière entre les différents réactifs. Et maintenant, il va faire le mélange de ces différents réactifs pour obtenir notre matériau. Donc il commence par mettre de l'eau sur un agitateur magnétique, puisqu'il va falloir agiter le milieu réactionnel. Maintenant, il va mélanger le deuxième réactif, qui est le gabarit organique, l'éther couronne, le flacon numéro 2. Donc il a pesé une quantité bien précise de cet éther couronne, et il va maintenant procéder au mélange. Donc il prend une spatule. Comme vous pouvez le constater, maintenant on a une solution limpide, donc le réactif 2 est complètement dissous dans l'eau. Donc Gaëtan va procéder à l'addition du troisième réactif, qui est une base, la soude, NaOH. Donc il va introduire ces pastilles de soude. On va attendre que les pastilles de soude soient complètement dissoutes et ensuite Gaëtan va introduire la source d'aluminium, donc qui est un aluminate de sodium dans notre jargon. Donc ça se présente sous une forme de poudre. Et là vous voyez qu'on obtient quelque chose qui commence à être couleur du lait. On n'a plus une solution limpide. Et on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup au lait. Et maintenant, il va introduire le dernier réactif qui est la source de silice. Donc c'est une silice colloïdale, c'est une petite particule de silice en suspension dans l'eau. Et donc il va introduire cette solution de silice colloïdale dans le bécher et il va laisser agiter l'ensemble pendant quelques minutes et on appelle ça le gel réactionnel. On voit bien qu'on obtient quelque chose de visqueux, c'est un gel. Qu'après 24 heures d'agitation, on obtient un gel qui est un peu plus dense et ce gel va être introduit dans un récipient qu'on appelle un autoclave, mais c'est une cocotte minute en quelque sorte. C'est un récipient en inox avec une chemise en téflon. Et Gaëtan va verser ce gel dans ce récipient. Alors vous voyez, c'est très visqueux. Ça fait un peu comme de la crème chantilly, mais ce n'est pas de la crème chantilly. Donc il faut tout récupérer, parce qu'on a mis des quantités bien précises, et donc on doit récupérer la totalité du gel pour le mettre à chauffer. Bien sûr, ne pas mettre le barreau aimanté dans le récipient. Alors maintenant, il va procéder à la fermeture de l'autoclave. Voilà. Donc visser la tête de l'autoclave sur le corps de l'autoclave. Et puis serrer les différentes vis pour assurer l'étanchéité parfaite de la cocotte minute. Voilà, l'autoclave est bien vissé, parfaitement étanche, et donc maintenant on veut le mettre dans un four, dans une étuve, à des températures qui ne dépassent pas 200 degrés. Donc voilà l'étuve en question. Donc Gaëtan, l'étuve est déjà à une température préétablie, ici typiquement à 110 degrés, la synthèse se faisant à 110 degrés Celsius, pendant une durée de 8 jours. Et donc Gaëtan met son autoclave dans l'étuve, ferme l'étuve, et voilà, la réaction va se dérouler pendant le chauffage, et ceci ce sera très très bien expliqué, me semble-t-il, dans le film qui sera présenté juste après. Grâce à des gants isolants, Gaëtan va pouvoir récupérer l'autoclave après la durée de synthèse de 8 jours. Donc il va sortir son autoclave. Bien sûr, fermer la porte de l'étuve parce que d'autres synthèses peuvent être en cours. Donc Gaëtan, après le refroidissement de l'autoclave, va procéder à son ouverture.
Et puis si on a eu un peu de chance et si la ration s'est bien placée, on devrait obtenir une zéolite. Donc voilà, il procède à l'ouverture. Et il va verser le contenu de l'autoclave sur un filtre. Donc on va séparer la phase solide de la phase liquide par filtration. Et donc il doit obtenir au-dessus du filtre un gâteau, un solide, qui devrait correspondre à notre zéolite. Il va récupérer la totalité du matériau qui a précipité. Gaëtan vous montre maintenant le gâteau déposé sur le papier filtre. Donc maintenant il va procéder à des opérations de lavage avec de l'eau distillée. Puisqu'on avait utilisé une base, il faut arriver à des eaux à pH neutre. Donc il va bien laver son matériau avec différentes quantités d'eau distillée. Et après ces opérations de lavage, on va mettre le matériau à sécher. Donc Gaëtan maintenant va récupérer le produit pour le mettre à sécher dans une étuve à 80 degrés pendant une nuit. Nous obtenons une poudre blanche, bien sèche, et nous avons au laboratoire beaucoup de techniques expérimentales qui nous permettent d'identifier ce matériau. Aussi, je vous invite à venir visiter le laboratoire pour voir ces différentes techniques. Voilà la poudre, on l'a caractérisée par les différentes techniques qui sont présentes au laboratoire et nous sommes sûrs que nous avons fait notre zéolite. Alors cette poudre-là, si je la regarde avec un microscope électronique à balayage, donc un gros microscope, je verrai ceci. Des beaux cristaux avec un faciès, ce sont des plaquettes hexagonales. Et donc typiquement, ces cristaux ont une dimension de 1 à 2 micromètres. Le micromètre, c'est le millionième de mètre. Et puis si j'avais un appareil encore plus puissant pour voir par un facteur 1000 ces photos, je verrais ceci. Voici la structure de squelette minéral et on voit que l'agencement des atomes de silicium, oxygène et aluminium conduit à un édifice poreux avec des canaux, je mets ma main dans le canal, et la dimension du canal, l'ouverture des pores de ce canal, fait 0,74 nanomètres. Donc on va pouvoir piéger des molécules au sein de ces canaux. Le matériau issu de synthèse n'est pas poreux. Pourquoi ? Parce qu'il contient dans sa porosité le gabarit organique qu'on a utilisé. Donc on a un matériau qui n'est pas poreux, il va falloir éliminer ce gabarit organique. Et comme c'est de la matière organique et nous on a de la matière minérale, pour l'éliminer il suffit de calciner. Donc on va mettre cette poudre brute de synthèse dans un four à haute température, à 500 degrés Celsius, pendant une durée de 4-5 heures. Et donc on va décomposer le gabarit organique. Et on va obtenir après un matériau poreux. Donc le matériau poreux, le voilà, zéolite calcinée, j'ai marqué sur le flacon, c'est toujours une poudre blanche. Donc maintenant on a une poudre calcinée, donc un solide poreux, c'est la zéolite EMT, Elf Mulhouse numéro 2, T pour tout. Et cette poudre, on ne va pas pouvoir l'utiliser en tant que telle, parce que c'est de la poussière. Donc il va falloir avoir recours à des procédés de mise en forme. Et donc on va préparer soit des granulés, soit des billes, ou des pastilles. Et donc maintenant le matériau est prêt pour de multiples applications qui vont vous être décrites dans le film. « 1756, le minéralogiste suédois Axel Fredrik Cronstedt découvre la stélérite.
Cette roche est la première d'une nouvelle famille qui compte 70 variétés naturelles, les zéolithes, du grec lithos, pierre, et zéo, bouillir. Car quand on la chauffe, cette pierre se met à bouillir. Le squelette minéral d'une zéolite se compose de tétraèdres SiO4 en jaune et AlO4 en rose. Une liaison SiAl mesure 3 angstroms. Un tel assemblage délimite des cages et des cavités de dimension moléculaire. Cet édifice minéral est chargé négativement. Comme la nature n'aime pas les déséquilibres, elle installe des cations, des espèces chargées positivement, généralement des cations sodium, dans ses pores. Ces cations sont entourés de leurs molécules d'eau. Ainsi, quand on chauffe la zéolite, ces molécules d'eau se mettent à bouillir. Un seul gramme de zéolite comprend des milliards de pores ou de cavités semblables. Mis bout à bout, la surface que développent les pores ou cavités de ces matériaux peut atteindre 900 m² pour un seul gramme, soit plus qu'un terrain de handball. Ces caractéristiques, canaux et cavités de dimension moléculaire, cations de compensation hydratée, permettent d'envisager de nombreuses applications, les principales étant l'adsorption, la catalyse, l'échange d'ions. Du 27 avril au 2 mai 1986, 1800 missions héliportées ont largué 5000 tonnes de matériaux divers sur le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'épandage de zéolite visait à capturer des produits radioactifs. Ainsi, une zéolite naturelle, la clinoptilolite HEU, a fixé les cations césium, mais aussi strontium radioactif, par échange avec les cations sodium, évitant la dispersion d'atomes radioactifs dans l'environnement, puis dans la chaîne alimentaire. L'utilisation des zéolites naturelles a ses limites. Elles contiennent des impuretés qui peuvent porter préjudice aux applications souhaitées. Ainsi, on a élaboré des zéolites de synthèse. Cela permet d'obtenir des produits chimiquement purs et d'élargir le panel avec des substances ayant des propriétés inédites à l'état naturel. Désormais, on recense environ 70 structures naturelles et 120 synthétiques. Pour les identifier, on utilise une nomenclature de 3 lettres capitales, ici des cristaux EMT. Pour la synthèse de la zéolite EMT, on utilise des réactifs comme une source de silicium, une source d'aluminium, un gabarit organique appelé structurant autour duquel va se construire le squelette minéral, et puis de l'eau. Après homogénéisation, le mélange est placé dans un petit conteneur, un autoclave en acier inoxydable. Celui-ci est ensuite porté à une température inférieure à 200 degrés dans une étuve pendant des durées variables qui dépendent de la nature de la zéolite.
Voilà ce qui se passe pendant la période de chauffage et comment se transforment les réactifs en zéolite. Les unités de construction de la zéolite, les tétraèdres SiO4 en jaune et AlO4 en rose, vont venir s'assembler autour du gabarit organique, représenté par les boules bleues et rouges, pour construire le squelette minéral. Les objets sont ici de taille nanométrique. Typiquement, une liaison rose et jaune fait 0,3 nanomètres, soit 0,3 millionième de millimètre. On aperçoit ici une vue de l'assemblage autour du gabarit organique. En prenant de la distance, cet assemblage conduit à des plaquettes hexagonales de taille proche du millième de millimètre. Puis, à notre échelle, ces plaquettes correspondent à de la poudre. Le produit obtenu n'est pas poreux, puisqu'il contient le gabarit dans sa porosité. Il faut donc éliminer ce gabarit pour libérer cette porosité. Ceci est réalisé par une calcination du matériau à haute température pendant quelques heures. On obtient alors le squelette de la zéolite EMT qui présente des tunnels avec des ouvertures de 0,74 nanomètres de diamètre. Cette taille est de l'ordre de la taille des molécules. Le produit, après une mise en forme, est prêt pour de nombreuses applications. Parmi les applications utilisant les propriétés d'adsorption des zéolites, le double vitrage. Du fait des différences de température, la vapeur d'eau, éventuellement présente entre les deux parois vitrées, se condensera en buée. Sauf si un joint parfaitement étanche est complété par une couche de zéolite qui peut piéger l'humidité. C'est l'adsorption. Ici, la zéolite LTA, sous sa forme déshydratée, capte les molécules d'eau présentes. On sait aussi synthétiser des matériaux qui n'aiment pas l'eau et adsorbent d'autres substances, notamment des composés organiques volatiles, les COV, comme les produits soufrés, le formol, le benzène. Parmi les applications utilisant les propriétés d'échange d'ions, les lessives sans phosphate. Beaucoup de lessives contiennent des phosphates, dont la fonction est de piéger les cations calcium. Or, les phosphates sont néfastes pour l'environnement, car ils procurent un engrais aux algues qui prolifèrent et accaparent l'oxygène disponible au détriment des poissons qui dépérissent. Depuis 1974, certains détergents incorporent jusqu'à 30% en poids de zéolite LTA qui assure la même fonction. Cette zéolite, très fine et inerte, reste en suspension dans l'eau de rinçage. Une fois libérée dans le milieu naturel, elle ne contribuera pas au développement des algues. C'est actuellement le plus gros tonnage d'utilisation des zéolites. Parmi les applications utilisant les propriétés de catalyse, le craquage du pétrole. Dans ce procédé, la charge qui arrive, en rouge ici, et les particules de catalyseur qui contient de la zéolite, en jaune,
se rencontrent à une température proche de 400 à 500 degrés. Les molécules hydrocarbonées vont être craquées et coupées en petites molécules d'essence, en bleu. Au cours de ce craquage, la zéolite va se désactiver, devenir noire, s'entourer de coques et donc perdre ses capacités. Il va falloir la régénérer. Les particules de catalyseur que vous voyez ici sous forme de billes et qui contiennent 20% de zéolite et 80% de liant sont envoyées dans un four à haute température à 800 degrés de façon à éliminer le coke et régénérer la zéolite. Par ce moyen, on augmente considérablement la production d'essence. Des protons H+ remplacent les cations sodium. Ces matériaux, aux propriétés fortement acides, sont utilisables en catalyse acide et capables de couper les grosses molécules hydrocarbonées. Les zéolites sont des aluminosilicates composés de tétraèdres. D'autres matériaux leur sont apparentés, par exemple les silicates qui ne contiennent pas d'aluminium, les métallophosphates qui ne contiennent pas de silicium ou les argiles. La particularité des argiles, qui sont aussi des aluminosilicates, est leur structure en feuillet. Ce facteur de forme accroît leur capacité d'absorption et de compensation de charge. Tous ces matériaux, zéolites et matériaux apparentés, silicates, argiles, métallophosphates, contribuent à la dépollution et la production d'énergie. Ils peuvent également servir à la valorisation des déchets ou au stockage d'énergie. J'espère que ce petit film vous a permis de bien comprendre l'intérêt de ces matériaux, les applications qui sont nombreuses. Vous avez vu par exemple que si vous avez de l'essence, c'est grâce à ces matériaux, puisque toutes les raffineries font du craquage catalytique, et le catalyseur de craquage, c'est ce produit-là. Et ce produit contient 20% de zéolite FAU. C'est la zéolite FAU qui coupe les chaînes carbonées de goudron en fraction essence ou gasoil. Donc il y a plein d'autres applications, dont une que nous développons ici, c'est la capture des composés organiques volatiles. Vous avez tous entendu parler des COV qui polluent nos atmosphères intérieures, qui polluent les crèches, les écoles, etc., puisque les mobiliers modernes, par exemple, sont faits à partir de panneaux agglomérés qui sont composés de particules de bois collées avec des cols uréformol, et donc il y a des émissions telles que le formaldéhyde. Et donc ces matériaux sont capables de piéger ces COV. Vous avez vu dans le film tout à l'heure que ces matériaux pouvaient piéger les traces d'eau entre les parois vitrées, mais on sait faire des matériaux qui n'aiment pas l'eau, mais qui adorent la matière organique, et donc voir piéger ces COV. Ces COV sont issus d'origine industrielle. Il y a aussi des COV qui proviennent des stations d'épuration. Les mauvaises odeurs, par exemple, ce sont des COV, des composés soufrés. Et donc tous ces matériaux poreux, qui aiment la matière organique, vont pouvoir être efficaces pour capter ces polluants. Alors nous, ici, au laboratoire, nous développons depuis un certain nombre d'années la décontamination dans le domaine du spatial. Donc on va essayer de piéger des COV dans le domaine du spatial. On a une collaboration forte avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, et le but, c'est que lorsque vous envoyez un satellite dans l'espace, ce satellite contient des capteurs, des optiques, et si jamais il y a des COV, des composés organiques volatiles qui viennent se déposer sur ces optiques, votre satellite est aveugle. Alors ces COV proviennent des gaines polymères qu'il y a dans les gaines électriques du satellite, etc. Et donc récemment c'était en 2006, mais récemment, c'est-à-dire l'an dernier, vous avez tous vu le robot Curiosity qui est sur la planète Mars. Et dans ce robot Curiosity, qui a été lancé par la NASA, l'agence spatiale américaine, dans ce robot Curiosity, le CNES, l'agence française, a œuvré pour deux équipements. Un équipement qui s'appelle ChemCam, et dans cet équipement, on nous a demandé, nous les Mulhousiens, de mettre un adsorbant, une formulation d'adsorbant pour capter ces COV.
Et vous allez voir sur la tête du robot, dans la tête du robot, il y a une pastille qui fait 0,4 grammes, 400 mg, c'est pas énorme, mais qui est là pour capter les COV. Donc si vous avez de belles images, c'est grâce à ces matériaux, et un peu grâce à nous. Voilà. Alors bien sûr, on sait dépolluer l'air, mais on peut dépolluer l'eau. Donc on voit que ces matériaux ont un potentiel très important pour la protection de l'environnement. Une autre application dont je ne parlerai pas ici parce que je n'ai pas le temps, mais qui pourrait faire l'objet d'une autre intervention, c'est le stockage d'énergie. Et on est leader, on a le leadership au niveau international dans ce domaine. On va se servir de ces matériaux pour stocker ou restituer de l'énergie. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc j'espère vous avoir convaincu que ces matériaux sont importants, vous les utilisez tous les jours. Et si demain vous allez chercher de l'essence, j'espère que vous vous rappellerez que c'est grâce à ces matériaux. Je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre aux nombreuses questions que vous aurez à me poser et j'espère que notre discussion sera très fructueuse.